Bonjour et merci à tous pour votre fidélité. Je suis vraiment heureux de voir chaque jour de nouveaux abonnés. On imagine souvent les voyageurs temporels utiliser des machines secrètes pour se déplacer à travers le temps. Mais des témoins affirment l'avoir fait sans technologie, en une fraction de seconde, et lors d'événements anodins. Ces gens prétendent avoir expérimenté le glissement temporel, de s'être retrouvés à une époque différente sans le vouloir. Je me suis intéressé à leur histoire, et mes recherches m'ont conduit au Royaume-Uni, là où les témoignages affluent. Les révélations de Sir Robert Victor Goddard, un haut commandant de la Royal Air Force, sont certainement les plus populaires du pays. C'est une fois à la retraite que ce héros de guerre aimé des Anglais déclare avoir vécu plusieurs manifestations d'ordre métaphysique. Voici sa première aventure. En 1935, lors d'un vol à bord de son biplan, entre sa base aérienne d'Andover et Édimbourg, le pilote est sévèrement secoué par la tempête. Il fait sombre, les nuages sont bas et la pluie se déchaîne. Le cockpit ouvert, les lunettes trempées, il manœuvre au jugé et c'est alors qu'il prend la décision de descendre sous les nuages. Mais il perd vite le contrôle de son appareil et l'avion vrille. Cependant, Victor expérimenté parvient à le redresser rapidement et il évite de peu l'écrasement au sol. C'est là qu'il distingue le terrain d'aviation abandonné de Drame. Il le reconnaît parce qu'il l'a visité la veille avec ses amis officiers de la Royal Air Force. Une fois remonté avec son avion dans cet espace obscur, il tente de fuir cette tourmente, quand soudain tout devient lumineux, ensoleillé comme en été. Victor Goddard n'en revient pas, car l'aérodrome de Drame, déserté quelques secondes plus tôt, fourmille de monde. Des mécaniciens en tenue bleue s'affairent sur des avions de couleur jaune vif. Il reconnaît aisément 3 biplans d'entraînement, mais il ne parvient pas à identifier le 4e, un monoplan rangé à côté des autres. Tout lui semble incohérent, car les mécaniciens de la Royal Air Force sont toujours habillés en marron. De plus, il ne connaît aucun avion militaire de couleur jaune vif. C'est à peine remis de ses émotions qu'il se retrouve une nouvelle fois confronté à la tempête qu'il venait de quitter. Néanmoins, après une série de manœuvres hasardeuses, il finit par rejoindre sa base d'Andover sans encombre. Aujourd'hui, nous avons des informations factuelles qui prouvent qu'en 1935, la base aérienne de Drame était bien désaffectée et complètement détruite. Ce n'est qu'à partir de 1938, soit 3 ans plus tard, qu'elle sera reconstruite pour devenir une école de pilotage. Et c'est à cette même période que les mécaniciens de la Royal Air Force porteront pour la première fois des vêtements bleus. On apprendra que durant cette année, l'armée avait repeint 4 appareils d'entraînement en jaune vif, dont un monoplan de type Magister. Un nouvel avion qui façonnera à merveille les futurs pilotes de Spitfire et d'Hurricane. Victor Goddard a-t-il glissé dans le temps? La seconde affaire se déroule en janvier 1946, soit plusieurs mois après la capitulation du Japon. Un soir, Victor Goddard et ses amis fêtent leurs retrouvailles dans un bar populaire de la ville. À peine installé, Victor surprend la conversation de 2 officiers qui parlent de son tragique décès. Goddard interpelle les 2 individus et leur montre qu'il n'est pas mort. Le capitaine Glaston, estomaqué, lui réplique qu'il est soulagé de le voir en vie, car il était persuadé de l'avoir vu mourir la nuit précédente lors d'un crash d'avion en pleine tempête de neige, avec à son bord des militaires et des civils. Victor esquisse un léger sourire et lui rétorque qu'il ne transporte jamais de civils. Un peu plus tard, Victor Goddard quitte le bar pour se rendre à un dîner organisé à son honneur. Mais il apprend avec surprise qu'il doit effectuer une mission de dernière minute et amener 3 civils britanniques à Tokyo. Le lendemain, Victor Goddard décolle avec ses passagers à bord d'un Dakota pour se rendre au Japon, sans toutefois oublier la discussion qu'il a eue la veille au bar avec le capitaine Glaston, car son rêve prémonitoire semble se réaliser et ça le rend nerveux. Et il a raison de s'inquiéter, car à la tombée de la nuit,
L'avion, victime du givre, connaît des ennuis mécaniques et perd rapidement de l'altitude. À cela s'ajoute une imprévisible tempête de neige et ces bourrasques de vent chahutent lourdement l'appareil. Une dernière rafale plus violente que les autres envoie le Dakota droit au sol. Mais le pilote, averti d'un possible accident, fait preuve de dextérité et évite le pire. Tout le monde s'extrait sans dommage de la carlingue brisée, et Goddard réalise que l'endroit où il se trouve est identique à celui du rêve de Gladstone. En effet, l'avion s'est écrasé sur la plage d'une petite île loin des côtes japonaises, et le rivage est bel et bien rocheux. Une année après, Victor Goddard contacte le capitaine Gladstone afin d'avoir des détails sur la prédiction qu'il a faite sur sa personne. Mais ce dernier lui réplique qu'il n'a jamais eu de vision à son sujet, qu'il a peut-être évoqué sa présumée mort, rien de plus. Alors que s'est-il passé? Comment Victor Goddard a-t-il obtenu toutes ces informations? Ce pilote a-t-il déjoué l'accident mortel grâce à une scène qu'il aurait vécue dans le futur? Ou a-t-il interagi avec une autre dimension? Car rappelons-le, personne ne devait survivre à ce crash d'avion. Cette histoire deviendra publique en 1951 et sera adaptée au cinéma en 1955. S'il y a bien un lieu en Angleterre qui fait parler de lui pour ces mêmes phénomènes inexpliqués, c'est bien Liverpool et particulièrement sa grande avenue Bold Street. Cette ville doit son étrange notoriété au couple Carol et Frank, des résidents d'un petit village voisin, qui n'ont pas hésité à rendre public leur extraordinaire aventure. Un samedi après-midi de l'année 1996, le couple se rend à Liverpool pour effectuer quelques emplettes. Carol cherche de livres et Frank veut acquérir le dernier album de Metallica. D'un commun accord, ils se séparent. Carol prend la direction de la librairie. Quant à Frank, il se rue chez son disquaire. À peine 15 minutes plus tard, Frank sort de la boutique et part rejoindre sa femme. Après quelques pas dans le Bold Street, il ressent comme un vif malaise. L'avenue lui semble sans vie et aucun bruit ne s'y dégage. Le ciel se voile et la température chute. Au moment de traverser la route, il évite de peu une fourgonnette qui lui paraît d'un autre temps, des années 50. Sur la carrosserie, il remarque le nom d'une entreprise, celui de Kaplan's. Arrivé au pied du magasin de livres, il s'aperçoit que le nom a changé. Ce n'est plus Dillon, mais Cripps. Et pire encore, la vitrine n'expose aucun livre. Il y voit deux mannequins rétro vêtus de vêtements démodés. Et autour, quelques sacs à main et chaussures de femmes pas moins dépassées. L'homme est déconcerté et scrute son environnement. Et là, plus rien ne va, puisqu'il distingue des passants habillés comme avant, probablement comme l'étaient ses grands-parents. C'est alors que surgit une jeune femme parée d'une belle robe moderne, et celle-ci le rassure par son apparence. Elle passe devant lui et entre dans la boutique. Frank n'hésite plus et lui emboîte le pas. Une fois à l'intérieur, les deux individus ont une mine déconfite face à la scène qu'ils découvrent. Frank, ébahi, observe des étalages de livres un peu partout. Et dans ce même laps de temps, la jeune femme lui déclare qu'elle pensait pénétrer dans un nouveau magasin de fringues. Frank ressort examiner la façade du bâtiment et reconnaît la librairie telle qu'il l'a toujours connue. Après enquête, on confirmera l'existence de Kaplan's, une petite entreprise locale des années 50. Et on certifiera qu'à cette même période régnait à la place de cette librairie une boutique de prêt-à-porter féminin connue pour ses châles de grande qualité. Voici quelques photos prises en 2010 dans une cave d'un magasin de l'avenue Bold Street. On remarque des dizaines de graffitis, comme celui de l'année 1966. Que Dieu ait pitié de tous ceux qui entrent ici. Et de sa réponse 3 ans plus tard. Ce n'est pas une blague. À Liverpool, il existe de nombreux témoignages de glissements temporels.
Et certains avancent des théories comme celle d'une construction du réseau ferroviaire souterrain à un endroit particulier de la ville, avec des hautes tensions responsables d'une brèche dans l'espace-temps. Je vais terminer par une dernière histoire. À l'été 2001, Victoria se rend dans un hypermarché de Liverpool pour faire ses courses. Elle laisse ses deux garçons jouer aux jeux vidéo et elle se dirige droit vers le rayon cinéma pour s'acheter un DVD. Elle aperçoit en tête de gondole la promotion du film Rollerball, un long métrage qui l'avait marqué en 1975 lorsqu'elle était enfant. Mais elle réalise qu'il s'agit d'un remake dans lequel figurent le français Jean Reno et le rappeur américain Ladies Love Cool James. Et effectivement, elle retrouve sur le côté le film culte des années 70 avec en tête de casting le charismatique James Caan. Victoria prend le remake dans la main car cette nouvelle version l'intrigue. Cette passionnée de cinéma n'a jamais entendu parler de ce nouveau film, déjà à la vente. Elle hésite un peu puis repose le DVD et repart chez elle. 8 mois plus tard, soit en mars 2002, Victoria travaille sur son ordinateur, comme elle le fait quotidiennement, avec la télévision allumée en fond sonore, quand soudain, elle entend l'annonce de la sortie en salle du nouveau film Rollerball. Encore aujourd'hui, Victoria ne parvient pas à donner un sens à cette histoire. Et depuis, elle est persuadée que nous ne voyons qu'une facette du monde qui nous entoure. Alors, regardez bien autour de vous. Il se pourrait bien que vous ne soyez pas l'endroit où vous pensez être, dans un autre espace-temps. Pour rester en contact avec moi, abonnez-vous. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos impressions, d'y apporter un complément d'information et de partager cette vidéo, car c'est le meilleur moyen de réveiller les consciences.